Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, dans Raconte-moi les mobilités, nous accueillons les deux cofondateurs de l'entreprise Umotion. Après respectivement 10 ans en agence de conseil et en affaires publiques et 20 ans chez Stellantis, Léon de Pertuis et Nicolas Gourceau ont fondé Umotion en 2022 avec une idée, une ambition. Un véhicule capacitaire, vert et surtout moins cher. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, pouvez-vous nous décrire brièvement vos parcours professionnels et comment vous vous êtes rencontrés ? Oui, bien sûr. Merci Loïc pour nous recevoir aujourd'hui. Très heureux d'être à Lyon, puisque c'est ma ville de cœur, où j'avais fait mes études d'ingénieur justement à Centrale il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Et moi je me suis engagé très rapidement du coup dans l'automobile, en faisant de la Formule 1 et des moteurs comme j'aimais bien le faire. Et j'ai fait ça effectivement une dizaine d'années avant de me consacrer à l'électrique en tant que fervent militant, on va dire, de la défense de l'environnement. Donc j'ai créé notamment le département chaîne de traction électrique en 2015 chez Stellantis. Et voilà, on a fait de l'électrique sobre jusqu'à 2020. Avec Vincent Collet, après, côté Citroën, on a créé un peu les AMI, Oli, qui sont un peu les véhicules électriques un peu de nouvelle génération. On essaie de réduire la masse, faire plus sobre. Et malheureusement, comme c'était pas le core business, comme disait Carlos Tavares, j'ai décidé d'accélérer et de monter la structure Umotion avec Léon pour proposer des alternatives plus sobres en électrique. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Moi je suis Léon de Pertuis, donc contrairement à Nicolas, je suis pas du tout issu de l'univers automobile. J'ai passé le permis il y a tout juste 2 ans, mais j'ai fait 10 ans de conseil en affaires publiques auprès de directions générales de grands groupes qui participaient beaucoup à l'aménagement du territoire et au transport de marchandises. Donc j'ai notamment travaillé pour la Poste, pour l'Organisation des transports d'Île-de-France, pour la Caisse des dépôts, pour la SNCF, où j'étais très vite confronté aux défis finalement de l'électrification du transport de marchandises, du transport en général, et surtout aux défis des pouvoirs publics face à ces problématiques de transport. Et donc quand j'ai croisé Nicolas et qui m'a présenté ce que lui avait techniquement développé, j'ai vu que ça répondait à énormément de contraintes que j'ai vues à la fois chez des clients potentiels et chez les pouvoirs publics. Et on s'est rencontrés, en fait on se connaît déjà depuis longtemps puisqu'on est membres éloignés d'une même famille. Et on se retrouvait systématiquement au mariage et aux enterrements à discuter en fin de soirée de tout ce que l'automobile faisait de mal pour l'environnement et qu'est-ce qu'il fallait faire de bien. Et donc finalement, c'est assez naturellement que quand on s'est retrouvés tous les deux alignés sur nos chemins de vie respectifs pour lancer cette entreprise, qu'on se dit que voilà, il fallait le faire et il fallait le faire maintenant. Et vous vous lancez donc dans ce projet où vous présentez votre premier véhicule intitulé le Vaik. Comment vous le décrivez ? Alors il faut revenir un petit peu à l'origine pour présenter l'ADN de ce véhicule-là, qui est un véhicule électrique. Pourquoi aujourd'hui on fait l'électrique ? Parce que, première chose, le rendement de l'électrique est supérieur au moteur thermique et on va dire que l'énergie pour faire bouger ces véhicules peut être décarbonée, elle n'est pas fossile. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que l'électrique c'est vraiment l'avenir. En revanche, vous avez bien compris qu'avec l'électrique, on est obligé d'embarquer, on va dire, la quantité d'énergie, donc les batteries, et en fait ça rend les véhicules beaucoup plus lourds, et c'est là où c'est justement un problème en ville, parce que la consommation énergétique du coup, des véhicules est extrêmement liée à la masse et à l'accélération. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des véhicules électriques qu'on présente sont très lourds et accélèrent très fort. Donc pour notre marché principal aujourd'hui avec Umotion qui est sur les professionnels de la ville, de donner des véhicules très lourds qui accélèrent très fort, ça laisse présager d'un avenir pas très rose, surtout du point de vue des émissions de particules fines, sur lesquelles on pourra revenir plus tard, qui a vraiment une externalité assez importante et qui cause encore beaucoup de morts aujourd'hui. Donc, le problème de départ était de dire comment on fait un électrique sobre en réduisant les externalités pour les citoyens en ville et qui est à la fois utile pour les professionnels. Et donc, on est parti du coup sur une architecture classique d'un van que vous croisez souvent dans la rue, qui peut être un trafic ou un expert pour pas citer de marque. Et on a bâti dessus une architecture qui permet d'avoir une batterie modulaire et manipulable à la main, ce qui permet du coup de prendre uniquement la quantité de batterie nécessaire pour son parcours. Et ensuite, on a breveté un système d'accélération qui permet du coup de brider le moteur et donc de garder, on va dire, la vitesse moyenne constante sans avoir des pics d'accélération
qui de toute façon vont générer des usures de pneus on va dire prématurés ou des coûts on va dire trop importants. Donc la clé du projet, c'est l'économie d'énergie. Oui, tout à fait. On l'expliquait notamment vis-à-vis des batteries qui concernent notamment plutôt l'empreinte à la fabrication, mais c'est aussi toute la clé sur la consommation d'énergie à l'usage, puisqu'on va réduire, grâce à notre propulsion, l'accélération. Et donc ça vient toucher un point qui est très important, qui est l'éco-conduite. Aujourd'hui, il faut savoir que les véhicules électriques ont un potentiel de consommation d'énergie réduit par, on va dire, la récupération au freinage, mais comme c'est des moteurs plus puissants et qui sont très joueurs, entre guillemets, les gens ont tendance à accélérer plus fort que nécessaire. Donc ce qui fait que le panel, on va dire, énergétique d'un véhicule électrique aujourd'hui est beaucoup plus développé qu'un véhicule thermique. En véhicule thermique, en général, le potentiel de l'éco-conduite, c'est 20%. Alors que sur un véhicule électrique, on peut avoir facilement un facteur 2, voire 3, entre un conducteur qui fait attention et un conducteur qui veut, on va dire, qui est très pressé et qui accélère très fort. Et donc, l'idée du véhicule, c'est d'intégrer dans l'ADN, on va dire, l'éco-conduite, ce qui fait que peu importe le conducteur, on aura toujours la même consommation, et c'est là le vrai intérêt, on va dire, du véhicule. Et justement, ce véhicule, c'est un vélo ou un véhicule intermédiaire? Et à quels besoins et attentes répond-il? Alors c'est toute l'originalité du projet, c'est que ce véhicule, c'est ni un vélo ni un véhicule intermédiaire, c'est véritablement un véhicule automobile. C'est un véhicule N1, donc fourgonnette, qui embarque des technologies qui sont elles-mêmes issues du vélo ou des véhicules intermédiaires, mais qui vient finalement pallier les limitations de ces véhicules-là, puisque c'est un véhicule qui peut embarquer de la masse, on peut embarquer jusqu'à 1200 kg de charge utile, tout en limitant la consommation énergétique, la taille des batteries, etc. Et les externalités négatives comme les émissions de particules fines et les émissions de CO2. Alors à qui on s'adresse? Très spécifiquement aux professionnels qui opèrent sur des trajets bien connus, donc principalement les professionnels de la ville qui transportent de la charge mais qui ont des itinéraires qui sont assez limités. Donc on peut penser par exemple aux municipalités, on peut penser aux gestionnaires d'infrastructures, on peut penser aux acteurs du courrier colis ou encore aux artisans qui ont comme spécificité de maîtriser leurs itinéraires et finalement de pouvoir se permettre de dimensionner la batterie selon leur usage. Ensuite, eux, ce qui les intéresse aussi vraiment dans ce qu'on développe comme technologie, c'est le caractère véritablement flexible de la batterie et de la charge. C'est-à-dire que, par exemple, quand le véhicule tombe en panne de batterie, on peut très facilement rajouter un module et repartir, on n'a pas besoin de camion plateau. Lorsque un module fatigue ou que le véhicule a un accident, on le remplace et on repart. Et pareil, en fin de vie, on peut assez facilement régénérer le véhicule grâce à la batterie pour avoir une valeur résiduelle assez importante. Et dernier point qui est aussi assez intéressant, c'est l'interface avec le réseau électrique, puisque nous, on charge en basse tension, on n'a pas besoin d'installation électrique coûteuse et on peut très facilement s'interfacer avec les productions d'énergie renouvelable que de nombreux acteurs déploient aujourd'hui sur leur site, comme je pense notamment aux logisticiens. Et donc ce véhicule a vu le jour récemment, vous avez présenté votre démonstrateur technologique. Comment vous y êtes-vous pris et quel partenariat avez-vous développé et quel type de financement vous avez obtenu? Déjà, on ne partait pas d'une feuille blanche, puisqu'on a quand même la chance avec Nicolas d'avoir un gros track record d'ingénierie et de connaissances techniques sur le dessin du produit. Après, le principal obstacle, c'est d'abord les financements. Donc là, on a la chance d'avoir pu convaincre des investisseurs individuels de nous faire confiance sur ce projet. Et donc, on a pu financer la construction d'un démonstrateur technologique. Donc, c'est pas exactement un prototype, puisque sa vocation, c'est principalement de montrer que la chaîne de traction, qui est le principal actif du véhicule, fonctionne. Et donc ça, on l'a développé avec toute la richesse de l'écosystème français sur l'automobile et les mobilités douces. Donc on travaille avec un certain nombre de partenaires dans ces domaines-là. On peut citer dans la région Efigir, plutôt en région parisienne Pimco, qui chacun apporte leur brique pour nous aider à développer ce véhicule. Et donc Cara vous a aidé, accompagné sur ce projet? Oui, tout à fait. Donc moi, j'avais pas mal discuté avec Jean-Baptiste Yvon, donc le vice-président, qui a tout de suite compris l'intérêt du projet et qui nous a proposé de rallier, on va dire, le réseau Cara, qui est extrêmement développé et j'ai envie de dire pour en connaître d'autres extrêmement actifs sur le soutien de ses adhérents, notamment sur la préparation d'appels à projets, la mise en relation, on va dire, avec des impacts économiques. Donc c'était vraiment un soutien de poids. Pour élargir le sujet, j'ai lu dans une de vos interviews, Nicolas, que les grands constructeurs automobiles ne se lancent pas sur des projets comme le Vaik, car ils font face, et je cite, à l'immense défi de l'électrification de leur gamme. Mais pensez-vous que votre modèle peut tout de même inspirer des constructeurs dans un futur à moyen terme?
Oui, tout à fait. Alors pour redire ce qu'est le bike exactement, c'est le juste milieu entre le van et le bike. C'est pour ça qu'on dit le bike. Et on voit beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui se lancent sur la petite mobilité. Donc ça commence par ce qu'on appelle les quadricycles. Donc la première illustration, c'était vraiment l'Ami, qui a eu un succès dès son lancement. Et puis aussi les vélos. Donc on voit par exemple Renault avec Cluster ou des choses comme ça. Donc les constructeurs se positionnent de plus en plus sur la mobilité en général, l'intermodalité. En revanche, il y a un marché associé qui est en plein développement, sur lequel des fois les hypothèses ne sont pas toujours bien consolidées. Ça change vite. Moi, je fais partie, on va dire, d'un groupe historiquement chez Stellantis qui avait cette foi dans la décarbonation et la sobriété. Beaucoup agissent encore dans ce sens-là. Néanmoins, l'entreprise doit faire des bénéfices. Aujourd'hui, il y a un marché majeur avec des gros acteurs tels que on va dire Tesla ou les Chinois qui arrivent avec beaucoup de propositions, on va dire de haut de gamme, donc avec beaucoup d'options, beaucoup de software, beaucoup de batteries. Et pour défendre l'industrie européenne qui est quand même structurée par ces grands constructeurs, il faut avant tout se battre sur ce marché-là. Donc en fait, c'est vraiment aujourd'hui une question de priorisation chez les grands constructeurs, c'est d'aller défendre leur marché, on va dire, qui génère des bénéfices, mais à la fois développer des nouvelles solutions. Et donc pour répondre complètement à la question, on parle aujourd'hui pas mal avec des grands constructeurs que vous connaissez, puis d'autres un peu moins, justement pour l'industrialisation, parce qu'on leur permet de proposer des nouveaux produits et d'attaquer des nouveaux marchés sans dépenser beaucoup de R&D. Et donc la réponse finalement c'est oui, les constructeurs s'intéressent, maintenant il y a un temps de développement un peu plus long, et à nous de leur montrer que le marché est beaucoup plus important que ce qu'ils peuvent penser pour accélérer la transition électrique. Et du coup, pour U-Motion, quelles sont les prochaines étapes ? Donc, aujourd'hui, nous, on a ce démonstrateur qui roule sur circuit, qu'on fait tester à des clients et partenaires potentiels. Donc on signe pas mal de manifestations d'intérêt, d'expérimentation. L'idée étant de développer pour la fin de l'année prochaine 3 prototypes proches de la version de série qui permettront de mener à bien ces expérimentations et donc de valider non plus juste un concept mais un véhicule sur le terrain. Et ça, ce sera la première étape pour figer le design et ensuite amorcer la seconde qui sera véritablement la production en petite série et la commercialisation du véhicule à partir de fin 2026. Et vous allez participer au Mobility Tech Days, organisé par Cara le 21 novembre. Pourquoi vous positionnez et qu'est-ce que vous en attendez ? D'abord, c'était une très bonne proposition parce que on va dire qu'on a envie, nous, de participer, on va dire, dans l'écosystème Cara. Ça va être la première fois qu'on va montrer le véhicule dans la région, donc c'est une belle occasion. Et par ailleurs, c'est aussi un bon timing pour nous parce qu'on en a parlé très tôt dans l'année, mais là, on va faire une proposition de nouveaux designs, donc ce qu'on appelle notre génération 2 va être en reveal un petit peu à ce moment-là, et ce sera l'occasion pour nous aussi d'ouvrir les précommandes pour on va dire les petites et moyennes entreprises. Donc c'est à la fois une opportunité pour nous pour tester un peu cette nouvelle proposition et voir le répondant avec des acteurs en physique sur un salon. Écoutez, ce podcast touche à sa fin. Léon et Nicolas, merci pour votre participation. Et hâte de vous retrouver le 21 novembre au Matmut Stadium pour les Mobility Tech Days. Merci Loïc. Merci Loïc de nous avoir reçus et hâte de vous retrouver avec le démonstrateur au Tech Days. Merci. Et quant à nous, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.